Oui, concernant les différentes références qu'on peut avoir comme chercheur ou sociologue ou personne tout court, euh, je suis assez sensible à, on l'a déjà dit, à la multidisciplinarité d'une part, ce qui fait que je m'inspire beaucoup, moi, de certains courants de philosophie. En sociologie, j'ai aussi mes préférences, comme on dit, et de même qu'en psychologie. Alors, c'est les trois domaines où je pige un peu partout, et avec des mélanges selon un peu les situations. Dans dans la façon de travailler en recherche, un peu moins, mais certainement dans la recherche-action et dans l'intervention, on utilise souvent ce que j'appelle l'encyclopédie de référence de chacun. Et c'est vrai pour tous les gens, aussi bien les chercheurs que les gens qui, monsieur tout le monde, madame tout le monde, c'est que le sens commun, qu'on appelle le sens commun, mais qui en réalité est un sens commun partagé, puisque tout le monde accumule du savoir d'expérience, et selon la richesse de cette expérience, on aura ce que j'appelle des encyclopédies plus ou moins riches. Mais on en a tous une. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, selon les situations qui sont toujours complexes et concrètes, on va déclencher des opérateurs de connaissances que j'appelle, ce sont des rubriques au fond, dans nos savoirs, qui sont plus ou moins spécialisées, plus ou moins rigoureuses, plus ou moins fortes. Par exemple, quand je fais d'interventions en milieu organisationnel ou à travers la méthode des récits de vie collectifs ou individuels, il peut arriver que ce soit un auteur en philosophie qui m'inspire un bout de temps, parce que le concept évoqué, tout à coup, si on parle par exemple du concept comme le bonheur, je peux moi penser tout à coup à faire un petit tour de piste et dire qu'en pense Aristote, qu'en pense Kant, qu'en pense Schopenhauer, et puis m'accrocher un peu sur l'idée de bonheur. T'sais. Pourquoi pas? Mais je peux aussi accrocher tout à fait autrement à propos d'un film que j'ai pu voir récemment et qui a l'enjeu, par exemple un enjeu existentiel ou un enjeu social qui va être posé, fait penser à un film. Je pense par exemple dans le milieu du travail, un film qui m'a bien impressionné parce qu'il montre bien les logiques de contradiction, qui s'appelle Les ressources humaines. Dans les ressources humaines, on voit ce fils qui fait Polytechnique et qui, comme stage, s'en va dans l'usine de son père en banlieue de Paris et qui, en toute bonne volonté et d'une façon extrêmement généreuse, veut faire le bien, comme on dit, et il milite pour les 35 heures. Il va donc convaincre les employés, contre le syndicat d'ailleurs, plus ou moins, d'accepter ça pour découvrir que l'application que pensait l'employeur de 35 heures, c'est d'être congédié X personnes, dont son père. Et là, il va devenir tout à coup complètement rebelle, prendre la position syndicale et lutter contre l'employeur. Et son père va être très, très, très fâché contre lui, au point de ne plus lui parler, disant « Tu m'as trahi. Moi, j'ai tout fait pour que tu puisses faire des études et devenir quelqu'un de bien. Et tu prends maintenant la partie contre ton employeur, de ces syndicalistes, je te renie comme fils. » Alors, vous voyez, c'est un peu complexe. Alors ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on articule le niveau psychosocial et familial, le niveau social et le niveau socio-économique large, en montrant comment ces logiques, quand elles sont combinées dans des cas concrets, rentrent en contradiction et créent des situations dramatiques très importantes. Et ça nous fait comprendre beaucoup mieux certaines situations de travail, mieux que parfois un très long traité de sociologie peut nous amener à réaliser que oui, c'est bien ça qui se passe, mais il faut en lire 400 pages pour avoir à peu près la même structure fondamentale des utilisations ou des contradictions de logique qui font que pour comprendre la situation, il faut aller voir de tous les côtés. Bon, c'est un exemple où le cinéma peut être extrêmement fort comme utilisation. Bon, bien sûr, tous les films de Ken Loach sont intéressants là-dessus. Mais les films de Bergman qui sont intéressants à d'autres niveaux sur la communication humaine, par exemple, et l'importance de la solitude, l'importance de la non-communication humaine fondamentale au niveau de l'individu, du couple, de n'importe quelle sphère. Et on voit bien qu'il y a là une réflexion sur la communication que le cinéma peut nous influencer beaucoup. Je pense au cinéma, on pourrait parler de peinture, on pourrait parler de sculpture, on pourrait parler de bien des domaines aussi, qui, je pense, font partie de ce que j'appelle cette encyclopédie de référence, où quand on fait du travail de recherche comme du travail d'intervention,
on n'a pas le choix que d'utiliser parfois toutes ces ressources. Bien sûr, il y a des auteurs en sociologie aussi qui peuvent nous être très utiles. Bon, moi, j'étais un peu, je dirais, élevé en sociologie par la sociologie du travail d'une part, et par un peu l'approche tourainienne des mouvements sociaux, pour m'intéresser après à l'école de Francfort et finalement assez pas mal, je dirais, à des auteurs plus critiques, là, comme bon, bien sûr Habermas, Bourdieu et compagnie, et qui fait que je suis à la fois proche des auteurs qui, en sociologie, mettent l'accent sur la capacité des acteurs sociaux de réagir et d'agir sur fond de contraintes et de, bien sûr, de logiques institutionnelles qui sont extrêmement fortes. Mais je suis assez contre les positions sociologiques trop structuralistes ou autres, par exemple, où le déterminisme l'emporte toujours sur l'acteur, qui a quasiment pas de choix historiquement. Comme en psychologie, d'ailleurs, je suis toujours réticent à prendre des psychologies qui seraient très déterministes. Une certaine lecture de la psychanalyse que je trouve déterministe, une autre lecture qui est plus, je dirais, dynamique. Et c'est pour ça que moi, je mélange souvent, ma propre formation en psychologie est très marquée par l'humanisme. Et donc, je croise souvent la psychologie humaniste un peu dans sa naïveté de développement volontaire et personnel, et la psychanalyse qui nous ramène un peu dans l'ordre des contraintes fondamentales aussi, un peu dans la même logique, où il y a une capacité d'acteur, il y a une capacité de sujet, et il y a aussi des contraintes et des limites. Et cette finitude, au fond, et cette liberté, c'est une dialectique qui est absolument importante pour moi. D'où en philo mes préférences sur des auteurs comme Merleau-Ponty, par exemple, qui, tout en étant existentiel et phénoménologique, est très sensible à la dimension structurelle, la dimension sociale. Parce que Merleau-Ponty, bon, réfléchissait aussi bien aux rapports sociaux plus larges qu'à la dimension extrêmement détaillée de la perception, le développement de la personne, etc. Il avait développé un concept de dialectique que je trouvais extrêmement intéressant, qui était la dialectique de l'ambiguïté, qui ressemble un peu à la morale de l'ambiguïté de notre amie Simone de Beauvoir. Dialectique de l'ambiguïté qui est très différente de la dialectique hegelienne, deuxième façon en tout cas, où là on a une logique finalement en son fond qui met de l'avant le principe de contradiction et de non-contradiction. La logique de l'ambiguïté, c'est la logique du paradoxe, la logique paradoxale, qui met l'accent surtout sur les contraires, et plutôt que sur les contradictions, en montrant que, dans le fond, il n'y a pas de véritable opposition blanc-noir ou radicale très nette. Il y a toujours un mélange d'opposition qui fait que les termes mis en opposition sont incomplets l'un par rapport à l'autre. Et qui fait qu'on a cette ambiguïté fondamentale, c'est ce paradoxe de la vie, qui fait que ce qui est apparemment au niveau logique contradictoire, dans les faits, ne l'est pas. Et plutôt dans des contraires, dans des luttes incessantes pour se compléter. Par exemple, le sujet humain n'est pas libre totalement. Il n'est pas non plus contraint totalement. Il est ce mélange indéfini, aussi longtemps que dure la vie, d'une liberté qui tente constamment de s'affranchir d'une série de contraintes qui sont constamment contraignantes. Et donc, on a là une dialectique ouverte, à deux termes, plutôt qu'à trois termes. Il n'y a pas ces espaces où on a thèse, antithèse, synthèse. Il n'y a toujours que de la contradiction ou de la contrariété entre deux termes qui sont eux-mêmes incomplets. Alors ça, c'est la notion de paradoxe. Et pour moi, c'est une règle de base, une sorte de lecture qui font que dans les repérages que je peux avoir d'un sociologue, d'un psychologue, d'un politicologue, quand je sens venir trop la menace unilatérale de déterminisme, d'extériorité ou d'un volontarisme d'intériorité, je ne suis ni à l'aise ni avec l'un ni avec l'autre. Et je cherche toujours ces espèces de textes ou d'écrits qui vont faire valoir cette lutte incessante, puisque l'être humain est un être fondamentalement en lutte. Et il arrête de vivre quand il ne lutte plus. Mais en fait, tant qu'il vit, il lutte à sa façon. Mais il peut lutter de travers, il peut lutter un peu mieux, ou un peu moins bien. C'est ces marges de manœuvre-là qui sont le lot de l'importance de la recherche en
en sociologie comme dans les disciplines de sciences sociales et de l'action. Et dans un autre domaine de référence, je m'intéresse beaucoup à ce que j'appelle dans les rapports sociaux de recherche et d'intervention, à cette idée d'échange des savoirs, où la science elle-même est questionnée dans sa prédominance actuelle, ayant remplacé plus ou moins les anciens absolus, et qu'il faut critiquer. Le savoir scientifique, j'interpelle souvent le savoir scientifique dans une nouvelle épistémologie que j'appellerais une épistémologie pluraliste, non hiérarchisée. Et ça, c'est pas facile à gagner comme concept. Qu'est-ce que serait une épistémologie pluraliste non hiérarchisée? C'est de faire qu'en reconnaissant 4 ou 5 formes de savoir, si on prend rapidement une lecture épistémologique, à savoir le savoir scientifique d'une part, le savoir professionnel ou pratiqué d'autre part, le savoir de sens commun, ou le savoir d'expérience, le savoir esthétique, et le savoir spirituel que je distingue du religieux. C'est ces 5 grandes formes de savoir qui sont progressivement constituées dans l'histoire de la pensée humaine, sont de façon fondamentale équivalentes en termes de valeur et de nécessité. Et que vouloir en faire prédominer une sur l'autre, c'est source à ce moment-là d'une mutilation de la dignité humaine. Et quelque part, on n'a pas, en principe, plus de valeur au savoir scientifique qu'au savoir d'expérience, qu'au savoir spirituel. Et que tout ordonnancement qui tend à hiérarchiser ces savoirs est source de risques importants. Que la façon de s'en tirer, c'est ce que j'appelle l'échange des savoirs, c'est-à-dire de confronter ces savoirs-là pour qu'ils s'améliorent les uns par rapport aux autres dans une dialectique incessante, qui va être une dialectique paradoxale. Alors, le savant ne détient pas la vérité. Il n'a qu'une part de vérité, plus rigoureuse et méthodologique que toutes les autres formes de savoir, dans la mesure où c'est un savoir beaucoup plus limité, à cause même de sa rigueur. Tout comme en psychologie, par exemple, on appelle la psychométrie, une dimension n'est valorisée que quand elle est valable statistiquement, mais mon Dieu qu'elle est rendue pauvre, rendue là. Elle ne dit presque plus rien, tellement elle est valable. On a un peu cette impression que les savoirs, dans leur sphère propre, quand elles s'autonomisent trop et qu'elles s'isolent, s'appauvrissent considérablement. Et que ce qui les fait vivre, c'est cette interaction dynamique, où tout à coup la poésie vient au secours d'un langage formalisé et mathématisé à l'extrême, où une petite équation semblerait vouloir dire quelque chose, mais en réalité, elle n'a de sens que quand on lui met ensuite un peu de chair en termes du savoir d'expérience, et le savoir d'expérience lui-même qui fait appel à des savoirs esthétiques, par exemple, beaucoup plus formalisés. Alors, ce qui crée la hiérarchie des savoirs et le danger, c'est leur rationalisation, donc le rapport sociopolitique. C'est historiquement que la science, d'abord des sciences de nature, donc des sciences sociales qui les imitent à outrance, tente de s'affranchir des autres formes de savoir en disant voilà, la coupure épistémologique est telle que le vrai savoir, c'est le savoir qui, bien sûr, est le plus formalisé, le plus rigoureusement éprouvé et empiriquement validé. Et on se l'impose en faisant de l'université, de l'académie, le lieu de consécration par l'excellence, et on leur donne tous les autres savoirs en conséquence. Les professions, qui sont des savoirs pratiqués, de médecins, de dentistes et autres, ne valant d'ailleurs que par leur recours plus ou moins long à ce contact avec la science. Et dans les disciplines professionnelles, on a la même hiérarchisation par l'importance des ordres professionnels qui vont dire en haut, vous avez bien sûr le médecin, puisqu'il inspire de la biologie très, très sérieuse, l'ingénieur pas loin, et puis toutes les autres petites sciences molles, les dernières venues étant sans doute la sociologie, qui, ma foi, n'est pas si rigoureuse que ça. Après la psychologie, qui a un petit fondement un peu plus facile à mesurer. Donc, on voit qu'il y a là une prédominance qui va être prégnante dans les ordres professionnels et que les savoirs pratiqués, les métiers, sont également hiérarchisés. Alors, si je suis technicien machiniste, mon savoir vaut moins celui d'ingénieur, parce qu'il est consacré, lui, par un savoir reconnu par l'université. On voit qu'il y a des chaînes comme ça. Et que dire du savoir d'expérience, pourtant le plus nécessaire et le seul nécessaire? Parce qu'au fond, si je ne sais pas comment me conduire dans ma vie quotidienne, je ne survis pas. Alors, je peux me passer de science un peu, je peux me passer
même le savoir reconnaissance professionnelle, le savoir d'expérience, tout le monde en a. Et il est plus ou moins riche, plus ou moins extensible, il s'enrichit, il est plein de défauts, mais plein de qualités. Et le savoir esthétique, qui est aussi un savoir fondamental, puisque la reconnaissance du beau fait partie du savoir d'expérience d'ailleurs. Et bien sûr qu'il va être là aussi consacré par les arts et par les fameuses distinctions d'artistes également. Alors devenir un grand peintre est aussi compliqué que devenir un grand savant, parce qu'il y a bien sûr des surveillances d'associations artistiques et d'institutions artistiques qui vont faire qu'il y a des grands artistes et des petits artistes. Il y a des grands acteurs mais des petits acteurs. Et pourtant, il s'agit là bien d'une base commune de miser sur le savoir esthétique. Et c'est bien sûr, on connaît bien aujourd'hui la très grande difficulté hiérarchisante des savoirs dits spirituels, puisqu'elles vont s'incarner pour le meilleur et pour le pire dans des religions. Et les religions, qui sont des formes institutionnalisées du savoir, de la quête spirituelle, vont devenir de plus en plus contraignantes et vouloir, dans certains cas même, dominer les autres formes de savoir, comme étant porteurs de les plus crédibles, ces religions, d'un rapport presque exclusif à l'absolu. On voit bien que là, on va rentrer dans des guerres de religion très très puissantes, encore plus puissantes que des guerres entre savants, et qui vont dominer le monde. Alors, on voit bien que si on ne casse pas cette hiérarchisation des savoirs et des institutions qui les recouvrent, on n'avance pas. On reproduit constamment l'ordre des choses, ce que Bourdieu et bien d'autres avaient commencé à un peu aiguillonner en disant « méfions-nous de cette reproduction culturelle qui, au fond, biaise au départ, cette reproduction culturelle, toute autre forme de recherche ou d'action, puisqu'on les reproduit constamment. » Bourdieu lui-même, d'ailleurs, étant pas complètement absent de son piège, puisque du langage ordinaire qu'il valorisait beaucoup, il aimait bien lui aussi quand même se tenir pendant longtemps du côté de la coupure épistémologique, d'avoir un langage seulement assez difficile, sauf à la fin de sa vie, où là, tout à coup, il est redevenu un militant sociologue. Il faut voir son petit film sur le sociologue, je ne sais plus exactement le titre, mais ça parle autour de sa militance, où à la fin de sa vie, il s'exposait dans les banlieues parisiennes, par exemple, pour essayer de faire comprendre aux jeunes de tout genre, là, qui faisaient un peu de grabuge dans les banlieues, qu'il faut développer sa conscience critique et agir, mais agir autrement, mais qui se faisait souvent rabrouer par ses propres... dans la salle, disant « vous, on sait bien, vous êtes bien un professeur connu et tout, vous connaissez rien, vous ne connaissez pas nos situations de vie. » Alors il y a des débats tout à fait intéressants, où je me souviens du titre du film d'ailleurs, « La sociologie est un sport de combat ». Donc à la fin de sa vie, le même Bourdieu, un peu comme Foucault hier, qui s'est impliqué énormément dans ces luttes sociales, était très engagé finalement comme citoyen et comme sociologue également. Voilà quelques références.